Radio J, l'émotion de Jérôme. Ah là là, ça va être très dur. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Jonathan. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez, excusez-moi. On commence en musique on avec... est sûr on en est sûr. On commence en musique avec l'un de vos artistes préférés. La liste a été longue, mais vous en avez donné quelques-uns. Il s'agit de Stevie Wonder. Bon. Alors on peut entendre l'une de ses chansons cultes, Isn't She Lovely, sortie en 1976 sur l'album Songs in the Key of Life, considéré par de nombreux fans comme son principal chef-d'œuvre. Elton John dit même de cet album en effet que c'est le meilleur album jamais réalisé. Ce sont les mots d'Elton John. Je savais pas que j'avais des goûts communs avec Elton John. Vous avez des bons goûts. Alors Stevie Wonder, un artiste au destin assez incroyable. En 1950, il naît prématurément, placé dans une couveuse. Il perd la vue suite à une oxygénothérapie. Trop riche en oxygène. Alors malgré cet événement, il voit toute sa vie le verre à moitié plein, puisqu'il dira toujours qu'il a été porté par la chance du fait d'avoir survécu. C'est une belle leçon de vie pour des personnes parfois qui se plaignent de choses moins graves. Alors bref, dès son enfance, Stevie Wonder, il compense sa cécité par une très grande soif de créer. Il apprend très vite le piano, l'harmonica et la batterie. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il sort son premier album dès l'âge de 11 ans, dans lequel figure la chanson Finger Trips, qui se classe numéro 1 au Billboard. Rendez-vous compte, il a 11 ans. Alors ce succès précoce de Stevie Wonder, il a failli s'interrompre prématurément. Nous sommes en 1966, alors que Stevie Wonder a 16 ans. Berry Gordy, le fondateur du prestigieux label Motown, qui a donc fait de Stevie Wonder un enfant star, hésite à prolonger le contrat du jeune chanteur qui arrive à expiration cette année-là. En effet, la voix de Stevie Wonder mue avec la puberté et la Motown craint que le public ne s'intéresse plus à lui. Alors finalement, la compositrice et productrice Sylvia Moy parvient à convaincre in extremis le patron du label de poursuivre l'aventure avec Stevie Wonder. On connaît tous la suite, une suite qui aurait pu s'interrompre brutalement puisqu'on ne sait pas si à 16 ans il aurait eu la force de rebondir si la Motown l'avait lâché. Pourquoi vous aimez cet artiste, Jonathan Zakai ? Non, mais c'est de cet album, comme dit si bien Elton John, mon bon copain Elton John, dont je partage non seulement les goûts musicaux mais vestimentaires. Bon, aujourd'hui je suis venu un peu plus sobre, voilà. Mais non, mais parce que je sais pas, parce que moi je suis assez, j'écoute les choses en boucle et cet album-là, je le redécouvre à chaque fois. J'écoute, je trouve, et puis c'est si surprenant. Chaque morceau est juste sublime. Et c'est marrant pour rebondir sur ce que vous disiez sur à 11 ans son premier succès déjà. Et là ça me fait penser à ma première rencontre avec Eddie Mitchell, avec qui j'avais déjeuné. Et je lui dis mais alors comment ça s'est passé ? J'étais évidemment intéressé. 17 ans, premier album, 1 million de ventes. 18 ans, deuxième album, un peu moins bien. 700 000. Et j'étais juste, c'est fou quoi. C'est-à-dire que c'est depuis l'âge de 17-18 ans, Eddie Mitchell. Oui, il y a cette carrière incroyable. C'est une étoile merveilleuse sur sa carrière, sur sa. C'est beau, et qui joue extrêmement bien dans ce film avec vous, un petit miracle, personnage extrêmement attachant, donc à découvrir bien sûr. On va poursuivre avec un autre artiste que vous appréciez, Jonathan Zakai, et vous nous le faites découvrir, Jérôme. Alors je vous le fais découvrir, je pense qu'il est quand même connu, mais on change totalement de registre avec du rap cette fois-ci, puisque vous appréciez également Mac Miller. Alors on peut entendre le titre Love Lost, extrait de sa mixtape I Love Life Thank You, sorti en 2011, alors que Mac Miller avait 19 ans, un album d'ailleurs qui a été réédité récemment en 2022. Alors I Love Life Thank You, j'aime la vie merci en français, un titre qui prend une consonance particulière aujourd'hui forcément. On rappelle en effet que Mac Miller est mort tragiquement en 2018 à seulement 26 ans. Flashback, nous sommes le 7 septembre 2018, un mois avant la sortie du nouvel album de Mac Miller, et ce jour-là le rappeur est retrouvé mort dans sa maison située en Californie. L'autopsie révèle en effet une surdose de fentanyl, d'alcool et de cocaïne. Ce n'est pas sans rappeler le destin du fameux Joseph que vous évoquiez à l'instant. Alors si dans un premier temps les médias ont évoqué un suicide, il n'en est rien. L'enquête a en effet révélé que l'overdose de Mac Miller était tout simplement accidentelle. Depuis de nombreuses années en effet, le rappeur était rattrapé par ses démons, malgré quelques tentatives de sevrage qui ont malheureusement échoué. Alors aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les overdoses. Les 3 dealers de Mac Miller ont en effet été condamnés à 11 et 17 ans de prison. Le troisième encourt lui 20 ans. La procédure est toujours en cours à l'heure où je vous parle. Et puis comme souvent, quand un artiste disparaît, ses ventes explosent. Juste après le décès de Mac Miller, ses ventes de CD ont bondi de 634% pour être précis, tandis que ses écoutes en streaming ont, elles, augmenté de 970%.
Assez troublant quand même cette histoire que vous êtes en train de nous raconter. Ça me fait penser bizarrement à ceux qui sont morts tous à la vingtaine d'années, comme notamment Amy Winehouse. Vous parlez du club des 27, oui. Alors lui, il avait 26 ans, il y a un mois après. On y était presque. C'est des destins fauchés, des destins brisés, et qui laissent derrière eux des mythes et puis des fans, puisque systématiquement, quand un artiste meurt, les ventes d'albums explosent, ne serait-ce que Johnny Hallyday, quand il est décédé en fin 2017, ses ventes d'albums ont été multipliées par 5. Mais pas 27 ans, quoi. Il avait il avait davantage croqué la vie de Johnny. Oui, évidemment. On va terminer cette page musicale avec un autre artiste dont vous êtes fan, Jonathan Zakai. Dites-nous tout. Oui, et cet artiste, c'est Kendrick Lamar, que vous avez vu ou aimeriez voir en concert, si mes sources sont exactes. Alors, vous l'avez vu ou vous aimeriez le voir? En fait, c'est mon fils qui a été au concert et j'aimerais retourner avec lui. En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de morceaux de rap, forcément. Enfin, pas forcément d'ailleurs, non, parce que j'en avais. Mais Kendrick Lamar, il est très fan et du coup, voilà. Alors, il y a une histoire autour de Kendrick Lamar qui est assez intéressante. Ah oui. Donc là, on peut entendre le titre Juice Spirit, présent donc sur le dernier album de Kendrick Lamar, donc qui est sorti en 2022. Alors Kendrick Lamar, surnommé par certains le roi du hip-hop, est considéré par des critiques comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, rien que ça. Alors Kendrick Lamar, dont le goût pour le rap est né dès l'âge de 8 ans, et c'est là que l'histoire est intéressante. Nous sommes en 1995, et cette année-là, il assiste au tournage du clip California Love avec Tupac et Dr. Dre, ses idoles du moment. Alors dès ce moment, il sait qu'il veut devenir rappeur, il sort ses premières mixtapes sous le pseudonyme de K-Dot, et puis le destin va lui offrir un formidable coup de pouce accompagné d'un incroyable clin d'œil. Je m'explique. Alors qu'en 2010, il publie sa 4e mixtape dans laquelle il glorifie le gangsta rap et la criminalité, il attire l'attention d'un certain Dr. Dre. Dr. Dre a en effet vu la musique de Kendrick Lamar sur YouTube et le contacte alors car il veut travailler avec lui. Kendrick Lamar confie alors à Dr. Dre qu'il était présent lors du tournage du clip California Love quand il avait 8 ans. L'histoire est belle car Dr. Dre signe Kendrick Lamar sur le label qu'il a fondé, Aftermath Entertainment, et figure même sur certains de ses titres. On a envie de dire la boucle est bouclée et le destin est joli. Et puis on va terminer bien sûr avec du cinéma, Jérôme. Oui, alors on termine votre voyage musical dans votre univers culturel, avec du cinéma. Et question cinéma, alors vous nous avez donné une liste de films assez fournie, mais il semblerait que vous ayez un certain faible pour les anti-héros. L'un de vos films préférés est d'ailleurs Casino, si je ne me trompe pas, de Martin Scorsese, sorti en 1996. Alors un film dont vous nous confiez être fan des personnages qui, pour le coup, coche bien la case des anti-héros. On rappelle brièvement l'histoire. Donc, nous sommes en 1973. Sam Ace Rothstein, incarné par Robert De Niro, est envoyé par la mafia de Chicago pour diriger un hôtel à Las Vegas. Il épouse une prostituée virtuose de l'arnaque, Ginger McKenna, alias Sharon Stone. Mais leur relation s'avère à l'image de Las Vegas, brillante en apparence, mais en réalité rongée de l'intérieur par le mensonge, les trahisons, l'alcool et la drogue. Et puis un autre danger guette notre héros, puisque son ami d'enfance, Nicky Santoro, incarné par Joe Pesci, s'engage dans un chemin sombre et criminel. Alors pour la petite anecdote, Casino est inspiré d'une histoire vraie, puis la scène où l'on voit Joe Pesci battu à mort et enterré vivant avec son frère est une reconstitution d'un véritable crime, puisque dans la vraie vie, Anthony Pilotro, un célèbre mafieux, dit Tony la fourmi, avait été battu à mort et enterré vivant avec son frère. C'était lors d'une réunion de mafieux dans un champ de maïs de l'Indiana. C'était en 1986. Le film a reproduit cette scène. Alors, entre les rappeurs qui glorifient le crime et le film Casino, il semble que vous ayez une grande sensibilité pour les anti-héros et le monde du crime, Jonathan Zakai. Alors, pour terminer, on a envie de vous demander, ce qui vous séduit, c'est les anti-héros. Non, mais ce qui me séduit surtout dans cette histoire-là, par exemple, c'est De Niro qui, je sais pas, qui a une âme pure dans cet endroit, entouré de tous ces gens et qui a un amour pur pour cette femme qui ne l'aimera jamais et il ne lâche jamais. Et c'est hyper touchant cette histoire d'amour parce que c'est pas une histoire d'amour, justement, c'est un personnage qui a une image virile mais qui est pas du tout viril en fait. Je trouve que c'est un personnage assez féminin, de Niro dans Casino. Il est très touchant et très inattendu parce qu'il accepte beaucoup de choses en fait de cette femme et contre vents et marées il l'aime et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vraiment de fort et de touchant dans le personnage. Pour ceux qui se souviendraient plus de ce film, donc Sharon Stone elle incarne une prostituée dont Robert De Niro tombe amoureux et alors que il se marie avec elle, et bien Sharon Stone elle est toujours amourachée de son ancien Mac. James Wood, incarné par James Wood. C'est ça, James Wood. Merci beaucoup Jérôme Goulon, merci beaucoup pour cette chronique. Elle est tout de suite le coup de fourchette.